Je comprends pas en quoi, quand par exemple un mec fait une connerie, c'est toujours sa mère qu'on va insulter alors que sa mère elle a rien à voir dans l'histoire. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 13. À qui sont destinées les insultes ? On en parle avec les jeunes du Bras. On se retrouve aujourd'hui pour discuter sur les insultes qu'on trouve à la fois sur les réseaux sociaux, donc dans les commentaires, et surtout dans le rap, parce que tous les 5, vous êtes concernés par le rap, parce que vous en écoutez beaucoup et parce que vous en faites. La première question, c'est à quoi ça sert d'insulter ? Je pense qu'insulter, ça sert en fait à extérioriser un ressentiment qu'on a au fond de nous. Les insultes permettent d'exprimer de façon sincère ses émotions. Tu as une émotion qui s'exprime en toi et la seule façon de l'exprimer concrètement, c'est une insulte. L'insulte, c'est une manière un peu plus profonde et authentique d'exprimer une émotion. Dans le rap, les insultes sont monnaie courante et il y a beaucoup de rappeurs qui se sont clashés entre eux, comme par exemple Zola et Kobalade. Et enfin, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais il y a eu pas mal de clashs. Ça sert à quoi un clash dans le rap ? Un clash, ça permet de montrer sa supériorité. Montrer que tu es supérieur à l'autre et montrer que l'autre est moins fort que toi. Les clashs, c'est aussi pour faire en sorte d'avoir du buzz. Parce que dans tous les cas, la personne qui va clasher, enfin, pour les deux personnes, c'est bénéfique parce qu'on va parler d'elle. Quand on parle du clash en tant que discipline, c'est plus dans tout ce qu'on appelle les battles de rap. Parce que là, on sait très bien que vous avez deux rappeurs qui vont vraiment décider de s'allumer, vont vraiment décider de terminer l'autre, mais sans que ça termine en bain de sang. On sait très bien, en fait, c'est juste des paroles. Est-ce que dans les clashs, on est justement obligé d'utiliser des insultes ou est-ce qu'on est obligé d'être insultant, ce qui n'est pas la même chose ? Ce qui est vrai, c'est que l'insulte, c'est la voie de la facilité. La personne qu'il fallait prendre en exemple, c'est justement une autre légende du Rap Contenders, une ligue de battle rap, c'est Aladoum. L'un de ses derniers battles, ce qui a impressionné la foule, c'est qu'il a dit « Je suis arrivé là en étant une légende sans insulter une seule mère ». Et ça, tout le monde s'en est rendu compte. Ils ont dit « Mais c'est extraordinaire d'être insultant sans insulter en fait ». Et c'est plutôt dans ce sens-là que je faisais le distinguo entre l'insulte et être insultant. On peut insulter sans insulte. L'insulte, c'est peut-être ce qui est facile, tandis qu'arriver à insulter quelqu'un sans utiliser d'insulte, est-ce que c'est pas plus fort ou plus percutant, justement ? Là, il y a une différence, parce que quand on utilise des fois des insultes subtiles, des insultes sans dire de gros mots, généralement, c'est pas tout le monde qui comprend. Tandis que quand on utilise des gros mots, il y a tout le monde qui comprend, en fait. Et en vrai, il y a plein de techniques pour ça. Il y a plein de gens qui développent plein de techniques pour rabaisser une personne sans pour autant l'insulter et même sans même la mentionner. Genre, t'es là, tu sais qu'il parle de cette personne, mais il a mentionné aucunement, tu vois. Quelle est pour vous la pire insulte qu'on porte à une femme ? Moi, je crois que la pire insulte qu'on puisse dire à une femme, c'est sale pute. Est-ce que t'as du mal à le dire ? Ouais. Je comprends pas en quoi, quand par exemple un mec fait une connerie, c'est toujours sa mère qu'on va insulter alors que sa mère elle a rien à voir dans l'histoire. Enfin, c'est toujours les mamans, toujours fils de. Comme si c'était ta mère, comme elle t'a mis au monde, c'était de sa faute que son fils est une merde, quoi. La mère du type, elle est quand même responsable parce que c'est elle qui l'a éduqué d'un côté. Donc, quand tu insultes la mère de la personne, t'as pas tort à 100%, mais après, t'as pas totalement raison. Pour moi, la pire insulte, c'est même pas une insulte, c'est une phrase. Mais au fond, t'es qu'une femme. Genre, c'est pas une insulte, hein, mais c'est tellement violent pour une femme. La société lui montre ça par plein d'éléments, par le boulot, par le patriarcat. Pour moi, c'est hyper violent, cette phrase. Dans la situation dans laquelle on vit, dans le patriarcat, etc., une femme qui a de l'ambition, qui a envie de réaliser des choses, qui a des projets, qui est indépendante et tout, vous lui rappelez constamment que c'est une femme, à chaque fois, elle va se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne lui seront jamais accessibles, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement violent. En tout cas, la plus utilisée est effectivement pute ou sale pute pour les femmes. À votre avis, quelle est la pire insulte qu'on dit à un homme ? Pour moi, ce serait en fait « t'es con ». C'est une façon de dire en fait un homme « t'es un vagin ». Et ça remet en cause sa masculinité. C'est un mec qui a pas de couilles en fait, simplement. Ça d'ailleurs, du coup, c'est aussi une grosse insulte qu'on peut dire à un homme. C'est quelque chose qui pose en fait à se questionner sur sa masculinité. Moi, je dirais fils de pute. Ça revient toujours, le mot pute qui revient. Dans le sens de la phrase, on insulte sa mère, mais la personne qui le dit, dans sa tête, il n'insulte pas forcément la mère, c'est dirigé vers la personne. Je pense que la pire insulte qu'on peut dire à un homme, c'est « t'es faible ». T'es petit. L'homme, au XXIe siècle,
il a une image qui doit être forte. Il a une image qui doit pas faire paraître ses émotions. Et du coup, lui dire que t'es faible, lui dire que t'es fragile, c'est comme si, en fait, tout ce qu'il avait construit depuis qu'il était petit, tu viens, tu le casses, en fait. Il y a plein d'éléments, en fait, qui viennent. Il y a la culture, il y a la société, il y a l'attente des autres personnes vis-à-vis de toi. Un homme, c'est censé... par exemple, un homme, quand il se marie, c'est lui qui est censé travailler. Je crois que c'est une question de mentalité, mais maintenant, il y a beaucoup d'hommes, avec surtout TikTok, Instagram et tout, qui se croient supérieurs, des mâles alpha, on va dire. Et du coup, il y a certains hommes qui croient qu'ils sont tout permis et qui pensent encore qu'aujourd'hui, la femme n'est pas égale à l'homme, que c'est normal que la femme gagne moins d'argent, que c'est normal que la femme s'occupe des tâches ménagères et de la famille, tandis que l'homme travaille, et que la femme soit dépendante de l'homme. Et c'est pour cette raison, en fait, que dans les contextes où on considère que l'homme doit faire tout ça, si maintenant on lui dit une insulte qui remet en cause en fait son côté homme, son côté masculin, c'est ça en fait la pire insulte pour lui. Je crois que c'est naturel aussi, parce que les femmes elles sont enceintes pendant 9 mois. Et pendant les 9 mois, il y aura un moment où l'homme il sera beaucoup plus actif que la femme. Donc je crois qu'au bout d'un moment, ça s'est juste fait naturellement, quoi. Et qu'il n'y a rien de mal à ça, hein. C'est logique. Je pense surtout qu'il y a un contexte religieux et contexte culturel. C'est-à-dire que la religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, est venue très tôt dans l'histoire de l'humanité. Et ça a beaucoup influencé la société actuelle, en fait. À l'époque, il y avait plein de pays qui étaient gouvernés par l'église ou la mosquée. Parce que moi, je suis musulman et dans ma religion, l'homme est censé travailler, ramener l'argent pour la femme, du coup. Qui écrit les religions? Qui dispense les religions? Qui est imam? Qui est prêtre? Qui? La plupart du temps, peu importe la religion, peu importe la culture, ceux qui ont pris les décisions, c'est des hommes. Il y a très peu de femmes en fait qui ont pris le pas sur l'homme dans l'histoire. Il y en a eu, je dis pas le contraire, il y en a eu énormément. La plupart de ces hommes, ce qu'ils ont fait, ils ont tout le temps appuyé le fait comme quoi c'est l'homme en fait qui a le plus de poids décisionnel que les femmes. Dans la Bible, il est très clairement marqué que femme soit soumise à l'homme. Ça m'étonnerait qu'une femme ait osé écrire ça et valider ça, en fait. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'Afrique, conditions de la femme, etc. Mais il faut savoir, dans la culture authentique africaine, par là, je veux dire, avant la colonisation, quand vous regardez les documentations, et même c'est repris dans certaines fictions comme Black Panther, vous voyez des guerriers femmes, c'est vraiment quelque chose qui existait. On les appelait les Mino, qui étaient une garde royale spéciale composée que de femmes. Et même dans la plupart des royaumes d'Afrique centrale, il y a souvent eu des hommes qui avaient le titre de roi. Quand vous analysez la Constitution, les hommes étaient les exécutants et c'était les femmes qui possédaient en fait le pouvoir politique. Il n'y avait pas vraiment de problème en mode, c'était vraiment un truc de, je dirais pas égalitaire, mais c'était plus complémentaire. À Wadi, j'ai demandé qui écrit la religion et du coup à toi, je vais te demander qui écrit l'histoire. Pour la religion, on a la réponse directe, parce que quand on lit, c'est carrément patriarcal, il n'y a pas de doute quand on voit les textes et tout. Et concernant l'histoire, je suis tenté de dire que les hommes, parce qu'il n'y a que les hommes qui sont mis en avant du coup, mais par exemple, si on parle de grandes navigations, sur le plan historique, on a les sources, c'est à nous-mêmes d'aller aussi faire nos recherches, quoi. Mais qui te dit qu'on ne te cache pas des sources? Oh, sûrement, on cache. Donc, La dernière fois qu'on a discuté ensemble, on parlait du fait que l'histoire et même la géographie est située. Dans les livres d'histoire ici, on apprend vachement sur les conquérants blancs. On a tout découvert et par contre, les personnes noires africaines n'ont rien ou très peu découvert. Est-ce que ça serait pas la même chose avec les femmes, en fait? Il y avait une femme pharaon qui s'appelait Hatshepsut. C'était la belle-mère de Thoutmôsis III. Elle était considérée comme la plus grande régente de l'Antiquité. Or, maintenant, je vous pose la question, est-ce que l'un d'entre vous avait entendu parler de cette dame? Personne. Alors que par rapport à tout ce qui est souverain homme, il y en a énormément qu'on connaît parce que eux, en fait, l'histoire a décidé de les retenir. Pour moi, ce sont des hommes qui ont fait ça. Pour un homme, le fait de voir qu'une femme a un pouvoir que lui, il n'a pas forcément, c'est très dangereux. Donc, on va essayer au maximum de minimiser son importance dans l'histoire. De toute façon, il y a forcément un choix, une sélection. Dans les livres d'histoire et dans une année, tu ne peux pas tout apprendre, mais le problème, c'est la question du choix, c'est-à-dire de ce qui est sélectionné dans les livres. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on évite de parler de plein de choses, et notamment de beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire.
En secondaire, j'ai étudié une pirate qui s'appelait Anne Bonny. Il y a plein de choses qui sont cachées à propos de cette femme ou qui ne sont pas divulguées. On imagine bien qu'elle a fait plein de trucs, tu vois. Est-ce que vous savez qui est le cardinal de Richelieu ? Non. Le cardinal de Richelieu, c'est ce petit monsieur qui a créé ce qu'on appelle l'Académie française, qui choisit les mots qui rentrent dans le dictionnaire ou les mots qui sont utilisés par les francophones. Les premières personnes qui ont constitué l'Académie française, ce n'étaient que des hommes. Lui, seul, a décidé qu'il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de choisir les mots qui allaient être utilisés dans la langue. Et c'est lui aussi qui a établi la fameuse règle qu'on a tous et toutes appris à l'école, qui est le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très fort et qui rentre dans la tête ? Je crois que le masculin, il l'emporte sur le féminin dans tous les cas. Mais qu'ils sont aussi faits pour se compléter. Par exemple, vous mettez un homme de 90 kilos face à une femme de 90 kilos, la nature va faire que le poids réparti dans le corps de l'homme ce sera réparti par exemple sur ses muscles, sur ses bras. Mais genre pour une femme, ce sera réparti sur ses formes, ses seins, tout ça. Selon la logique de qui ? Parce que justement, la logique en fait qu'on a, c'est par rapport aux mœurs dans lesquelles on a grandi en fait. Il y a des historiens et des historiennes qui ont défini que dans l'histoire, qu'on a toujours plus donné à manger aux hommes qu'aux femmes. À toute période et dans tout contexte. On se retrouve donc avec des hommes qui mangent et des femmes qui ne mangent pas. C'est ce qui expliquerait maintenant pourquoi les femmes sont très souvent plus petites que les hommes et aussi moins fortes musculairement que les hommes. C'est très bien la force physique, mais il y a également l'intelligence qui prime. Et justement, dans le monde, en fait, on dit généralement la loi du plus fort, etc. Mais généralement, quand tu es fort sans cervelle, ça sert à rien, en fait. Parce que l'homme a plus de muscles qu'il est supérieur à la femme. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il a plus de muscles que ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire que c'est moins important. Limite, c'est tout autant important. Elle va nourrir la prochaine génération avec ça. Ça fait d'elle aussi une personne plus importante, tu vois. Moi, je trouve qu'on n'est pas égaux, mais on est complémentaires, en fait. Personne n'est au-dessus de l'autre. Tout à l'heure, Gloire disait que le terme « con » désigne en tout cas les organes sexuels féminins. C'est-à-dire qu'on traite un homme de con et ça renvoie aux femmes. Tout comme tout à l'heure, on traite de fils de pute un homme et ça renvoie aux femmes. Et qu'est-ce que vous pensez si je vous dis fragile, tapette, fillette, efféminée, femmelette, pleureuse, etc., etc., etc. Ça désigne les femmes. Ça féminise l'homme qui prend ses insultes. Je suppose que la période où ces insultes ont été créées, c'est peut-être la période où il y avait un fort taux de machisme. Je suppose que c'est là que ça a été créé, quand on avait un homme un peu qui était, entre guillemets, féminé, on le traitait des femmelettes, quoi. Est-ce que l'homme assume d'être un homme et d'être une personne qui a le droit d'avoir une fragilité ? À la société actuelle, non, il n'assume pas tout ça. Pour moi, c'est clairement une insulte de complexer et de renvoyer ça aux femmes en étant dire une femmelette. Quoi ? Parce qu'une femmelette, c'est sensible. Dans la société où on vit, dans l'opinion générale, une femme, c'est censé être faible. Est-ce que être sensible, avoir des sentiments, montrer sa sensibilité, est-ce que ce ne serait pas l'une des manières d'être le plus fort, en fait ? Que ces insultes-là fassent partie du langage courant, qu'est-ce que ça instaure dans notre société ? Que les femmes sont faibles, qu'elles sont en dessous de l'homme, qu'elles ne sont pas capables de faire ce que l'homme peut faire, et que s'il y a trop d'hommes dans l'histoire, c'est qu'il y a une raison, et ça pousse au machisme et à la masculinité toxique. La logique derrière tout ça, c'est toujours de renvoyer les hommes et les femmes à une certaine place, et malheureusement, de renvoyer les femmes à une place mineure par rapport à celle des hommes. La question que tous les hommes devraient se poser, pour enfin casser ce cycle infernal, serait, en vrai, c'est quoi d'être un homme ? Il se trouve qu'on a des organes femelles et des organes mâles. Mais ce qu'on appelle homme et femme, c'est une construction. On a créé tout un schéma de fonctionnement en fonction de l'un ou de l'autre. Je vous dis juste ça parce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir, vous. Qu'est-ce qui fait qu'on est homme ou qu'est-ce qui fait qu'on est femme ? Et comment tout ça ne fait finalement que nous séparer et continuer de créer des schémas stupides et de pouvoir. On termine là-dessus. Merci beaucoup. À vous. Ouais, merci. Passez une bonne journée.